Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Merci de nous suivre. Merci surtout de nous avoir choisis aujourd'hui parce que la RDC, la République démocratique du Congo, célèbre ses 61 ans d'indépendance depuis le 30 juin 1960. Et aujourd'hui spécialement, nous allons recevoir dans notre studio, bien sûr, en fait, nous ne sommes pas dans notre studio, nous sommes déplacés pour venir bien sûr vers notre invité, Maître Simon Niakou. Il est bien sûr coordonnateur de la plateforme Boukessini. Avec lui, nous allons essayer de parler de 61 ans d'indépendance. Maître Simon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mike. Très content encore de vous recevoir dans notre émission Face aux politiques. C'est un plaisir partagé. Alors, nous allons commencer la première question. 61 ans de l'indépendance depuis le 30 juin 1960. Ça fait 61 ans, bien sûr. Quel bilan? Je pense que le bilan il est assez mitigé. D'une part positive parce que nous avons pu mettre fin, grâce à l'indépendance de 1960, à certaines humiliations dont nous avons été victimes pendant de très longues années. Nous avons pu, de plus en plus, nous parvenons à nous accaparer de notre État, à diriger nous-mêmes nos propres institutions, à diriger notre État, ce qui n'était pas le cas jadis. Et nous prenons de plus en plus conscience, une certaine conscience nationale qui est en train de naître, ce qui, je le répète, n'était pas non plus le cas en 1960, parce qu'avant la colonisation, le Congo en tant qu'État, dans sa superficie actuelle, n'avait jamais existé. Et qu'à partir de 1960, je pense que de plus en plus, on commence à acquérir cette conscience nationale qui fait que lorsque ça ne va pas au Kivu, au Congo central, on se plaint. Lorsque ça ne va pas au Kasaï, à l'Équateur, on s'en plaint. Donc, il y a de plus en plus cette formation de l'État qui est en train d'accroître en nous. Et ça, c'est un point plus ou moins positif. Mais le côté négatif aussi, puisqu'il y en a, je disais tout à l'heure qu'il est assez mitigé, c'est sur plusieurs points. Premièrement, c'est dans le sens à donner vraiment à cette indépendance. De mon analyse, j'estime que l'indépendance de 1960 n'était qu'une indépendance partielle et que nous avons fait une mauvaise analyse de notre colonisation. C'est comme ça que notre indépendance n'a pas pu être une indépendance totale comme nous pouvons la souhaiter aujourd'hui. Et sur un point de vue politique, économique, évidemment, nous continuons encore de subir les conséquences de cette forme maquillée de la colonisation dont nous n'avons pas pu nous débarrasser en 1960. Mais alors, pensez-vous que nous avons eu une indépendance globale, c'est-à-dire politique, économique, sociale, culturelle? Pensez-vous vraiment que nous avons eu cette indépendance? Tout justement, je ne pense pas. Parce qu'il faut étudier l'histoire de notre colonisation. Vous vous rendrez compte que, bon, d'une part, on peut comprendre les pères de l'indépendance, c'est qu'ils avaient l'engouement de se débarrasser de ce fardeau qu'ils avaient de manière immédiate. Il y avait le Belge qui nous fouettait, qui nous empêchait d'habiter à Kalina, il fallait s'en débarrasser sur le champ. Mais je pense qu'après le travail de nos pères de l'indépendance en 1960, nous, les nouvelles générations, qui sommes de loin plus cultivés, je ne pense pas que Patrice Emery Lumumba avait plus de diplômes que vous. Très bien. Ouais. Donc, nous qui sommes plus cultivés, qui sommes plus ouverts à l'information et tout ça, plus ouverts au monde, qui parvenons à comprendre certaines réalités que nos pères de l'indépendance ne pouvaient pas comprendre, nous devions aller au-delà. Vous avez évoqué la situation de l'indépendance économique, culturelle et ainsi de suite. Si vous permettez, je peux un peu vous refaire l'histoire vraiment refaite de la colonisation. On parle de l'indépendance. Pardon? On parle de l'indépendance, pas de souci. De mon analyse, j'estime que pour comprendre la colonisation que nous vivions et même pour comprendre un peu la situation politique de notre pays, il faut partir de 1885. Lorsque vous ne comprenez pas 1885, vous ne pouvez pas comprendre le reste. On a toujours tendance à nous faire croire qu'à la conférence de Berlin, c'était pour partager l'Afrique et que le Congo a été donné comme propriété privée au roi Léopold II. Je ne partage pas cet avis-là. Il faut comprendre qu'en fin du 19e siècle en Europe, ce sont des guerres hégémoniques en Europe. La France qui se bat contre l'Angleterre, l'Allemagne qui se bat contre l'Autriche et ainsi de suite, parce que chacun veut avoir l'hégémonie et dominer sur les autres. En même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis sont en train de monter en puissance et deviennent de plus en plus une force, ce qui fait qu'il y a des luttes, il y a des conflits internes en Europe et un peu
en Amérique pour avoir l'hégémonie mondiale. C'est comme ça que les États ont compris que pour être plus forts, ils devaient étendre leur territoire, ils devaient étendre leur zone d'influence. Ils ont commencé les migrations ça et là, ils ont commencé à conquérir des territoires. Vous remarquerez que c'est au même moment que les explorateurs sont venus en Afrique, bien avant la fin du 19e siècle. Au même moment, ils sont venus en Afrique, ils sont allés en Amérique et même jusqu'en Asie, parce qu'il fallait plus s'étendre pour être plus fort et dominer sur les autres. C'est comme ça qu'ils arrivent en Afrique, chacun commence à prendre la partie dont il a besoin et ils se rendent compte qu'au cœur de l'Afrique, dans une zone où il y avait pratiquement toutes les richesses dont ils étaient à la recherche en ce temps-là, l'or, le café, le cacao et tout ça, se trouve dans un territoire au centre de l'Afrique qui est baigné par un fleuve, qui est aujourd'hui le Congo. Très bien. Qui est baigné par un fleuve, parce qu'à l'époque, on parlait du Congo en tant que bassin du fleuve Congo et non pas Congo en tant qu'État. Il se trouve qu'ils ont un territoire, un espace très riche et très profitable. Parce qu'imaginez-vous l'Afrique en 1880, il n'y avait pas de route asphaltée, il n'y avait pas de chemin de fer et l'aviation commerciale, même en Europe, n'était pas autant développée comme aujourd'hui. Vous pouvez prendre la marchandise, ramener jusqu'à l'Europe. Donc c'était un problème. Vous pouvez avoir de l'or, même des tonnes d'or, mais lorsque vous ne savez pas le déplacer jusqu'à le ramener en Europe, ça ne vaut rien. Vous vous rappelez de la phrase de Henri Morton Stanley qui disait que le Congo sans chemin de fer ne vaut même pas un pays. Donc, et en ce moment-là, l'atout majeur de cette zone du bassin du Congo, en dehors des richesses qu'il avait, c'était son fleuve, qui permettait que l'on puisse prendre le cacao vers l'équateur et le ramener jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo. Donc c'était une zone très capitale, une zone trop importante pour eux. Du coup, les conflits, les intérêts ont commencé. D'une part, les Britanniques qui étaient du côté déjà de la Rhodésie du Sud, hein, l'actuelle Zambie, la Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, les Britanniques étaient déjà là. Ils voulaient prendre la partie du bassin du Congo. Les Français étaient du côté de Lubangui-Chari, l'actuelle Centrafrique, et le Congo-Brazza et tout ça. Ils avaient besoin du Congo. Les Allemands étaient du côté du Rwanda et du Burundi, ils voulaient du Congo. Les Portugais étaient du côté de l'Angola, chacun voulait du Congo. Et ils se sont dit à cette allure... Ah, donc ils sont venus pour le Congo? Oui, chacun prenait ses parties, mais très bien. Les ambitions, les appétits pour le Congo étaient tels que tout le monde voulait mettre la main sur le Congo. Vous vous rappellerez qu'à un moment, il y avait des conflits entre Savorgnan de Brazza, Stanley, bref, chacun voulait s'accaparer de la zone du Congo. Et même les Américains, déjà à l'époque, avaient les yeux sur le Congo. Alors ils se sont dit non, on ne va pas se tirailler parce que finalement nous risquons de faire encore une guerre parce que l'Europe venait déjà d'être ravagée par plusieurs guerres. Comme on ne fait pas de guerre, on peut résoudre ce problème pacifiquement. Comment on fait? On organise une conférence pour en parler. Et c'est comme ça qu'à l'époque, cette conférence avait été appelée conférence du Congo et non pas conférence de Berlin comme nous l'appelons aujourd'hui. La conférence du Congo. Dont l'objectif, les gens se mettent pour partager le Congo, pour discuter du sort du Congo. Oui. Et c'est comme ça qu'ils se sont réunis, pas pour partager l'Afrique, parce qu'en ce moment-là, chaque puissance avait déjà son territoire. L'enjeu majeur, c'était de discuter sur l'avenir du bassin du Congo. Et ils se sont rendus à l'évidence que la puissance qui mettrait la main sur le Congo deviendrait plus forte et va dominer sur les autres. Alors ils se sont dit, on ne va pas le concéder à une quelconque puissance et ça va devoir rester comme un territoire neutre, sans aucune puissance colonisatrice, pour que nous tous, au lieu qu'on se batte, nous tous, chacun, celui qui en a la possibilité, peut venir exploiter au Congo. C'est comme ça qu'en 1885, au moment où les autres territoires africains deviennent des colonies, chez nous, on est déclaré État indépendant. Très bien. Vous voyez? Donc cela devait nous intriguer. Comment est-ce qu'il y a autant de puissances qui se battent, toute l'Afrique tous les États africains deviennent des colonies, en tout cas à l'exception de quelques-uns. Tout le monde devient des colonies. Nous, on est déclaré État indépendant du Congo. Et pour seulement donner, offrir. Oui, parce que finalement, ça devait être un espace partagé. Deuxième chose qui devait nous inquiéter, c'est que comment est-ce que les grandes puissances de l'époque sont en train de discuter et une partie aussi importante que le bassin du Congo, on va le confier à un individu. Non pas à l'État belge, qui d'ailleurs à l'époque n'avait qu'une influence très minimisable, mais on le confie à un individu, Léopold II. La réalité, c'était qu'on a déclaré le Congo État indépendant pour qu'il ne soit
sous la domination d'aucune puissance. Et c'est comme ça que même dans l'appellation, ils ont tenu à garder le mot indépendant. Ouais. La France est indépendante, ce n'est pas la République indépendante de France, non. Vous voyez? Mais c'était important de marteler pour ça, pour dire qu'aucune puissance ne domine sur... Oui. Et vous remarquerez même qu'à partir de 1885 jusqu'en 1908, les industries qui sont venues exploiter au Congo n'étaient pas que belges. Très bien. C'était de différentes nationalités. Et donc on s'est dit, on laisse cet espace libre pour que tout le monde vienne exploiter. Mais puisqu'il faut qu'il y ait quand même une administration, parce que les industriels vont venir exploiter. S'ils tombent malades, on ne va pas le ramener chez lui à Londres ou à Paris. Donc il faut qu'on construise des hôpitaux, il faut qu'on construise des chemins de fer, et tout ça. D'où il faut qu'il y ait une administration. Et puis, il va y avoir certainement des autochtones qui peuvent se rebeller, et tout ça pour s'attaquer aux industriels. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer une force militaire. Donc tout ça, ça demande qu'il y ait une certaine autorité qui gère. C'est comme ça qu'on va placer Léopold II, qui avait cet avantage d'avoir envoyé plusieurs expéditions au Congo. On va le confier la gestion du Congo, qui n'était pas sa propriété privée, mais qui était une propriété commune entre les différentes puissances. Vous voyez? C'est comme ça que plus tard, lorsque, en 1908, d'ailleurs à l'instigation des Britanniques, qui voulaient vraiment du Congo, qu'ils ont tout fait, diaboliser le roi Léopold II, c'est un journaliste britannique qui a mis en lumière les différentes violations qu'il commettait, et tout ça pour dire que nous lui avons confié un territoire, mais regarde comment est-ce qu'il gère mal, il tue les gens, il fait ceci, donc on doit le lui arracher. Lorsqu'on arrache le Congo à Léopold II en 1908, le problème revient. À qui est-ce qu'on le confie? Et les mêmes appétits reviennent. Du coup, ils se disent non. Si on le donne à une puissance, il va dominer les autres. C'est comme ça qu'on va confier le Congo pour devenir une colonie belge. Pourquoi? Parce que la Belgique, c'est un tout petit État. Ils étaient nouvellement indépendants. Donc, ils n'étaient pas de taille à pouvoir faire le poids face à l'Allemagne ou à l'Empire britannique. Et tout ça pour tout justement éviter que celui qui mette la main sur le Congo puisse dominer les autres. Et cette clause est restée. Hein, jusqu'aujourd'hui, nous sommes victimes de cela. Et j'ose m'apercevoir et me convaincre que lorsque finalement nous nous rébellons en 1960, nous nous rébellons contre la Belgique, qui en réalité n'était qu'un gérant. Alors qu'à vrai dire, les vraies puissances... C'était les autres. Exactement. C'est comme ça que quand vous lisez l'histoire sur l'assassinat de Lumumba, vous voyez que certaines instigations sont venues de partout, même des États-Unis, vous voyez, qui était la première puissance à reconnaître la souveraineté de l'État indépendant du Congo. Alors, pensez-vous que ce même problème, nous la vivons aujourd'hui, parce que si on voit l'Est du pays, si on voit ce qui se passe, c'est pratiquement la gestion. Tout le monde veut gérer le Congo, tout le monde veut manigancer sur le Congo. Oui, la situation demeure. Et tout le monde, comme vous le dites, veut gérer le Congo. Et tout le monde l'a toujours voulu. Pourquoi? Parce que le Congo est toujours au cœur de tous les grands enjeux économiques du monde, en tout cas depuis un certain temps. Vous savez, lorsque en Europe, on a commencé à développer l'automobile, les véhicules, il fallait mettre des roues. Les roues, c'est le caoutchouc. Le caoutchouc, ça vient de l'EVA et on l'a trouvé au Congo. C'est pour ça que Léopold II a coupé les mains de nos ancêtres, c'était pour l'EVA. Plus tard, lorsque, avec l'industrie, on invente l'électricité et que ça devient une denrée importante, ils se rendent compte que pour conduire l'électricité, il faut du cuivre. Et le cuivre, on le découvre au Katanga. C'est comme ça qu'on va créer la gécamine et tout ça. Et après, vous trouverez l'importance de l'État et tout ça avec l'aviation et tout. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, on a besoin du coltan, c'est encore le Congo. Aujourd'hui, on veut trouver des énergies alternatives au pétrole et ainsi de suite, où on a besoin de fabriquer des piles, des véhicules électriques, tout ça, c'est avec du cobalt et lithium, c'est encore au Congo. Donc, vous comprenez que le Congo est un enjeu tellement important que les mêmes puissances continuent toujours de se battre pour avoir le Congo. Et il y a de plus en plus l'émergence de certaines puissances qui n'existaient pas, en tout cas qui n'étaient pas des forces en 1885, qui sont apparues, qui elles aussi veulent entrer
dans cette lutte, la Chine notamment, et ainsi de suite. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à croire que nous avons certes chassé les Belges, mais nous sommes encore victimes de ce qui avait été scellé en ce moment-là, d'être cet espace partagé pour servir les appétits. Alors, Monsieur Simon, pensez-vous que c'était à la précipitation, à la va-vite, cette indépendance? D'ailleurs, je rajoute le plan Jeff Van Bilzen qui émettait comme hypothèse qu'il fallait attendre une période encore de 30 ans pour préparer l'élite congolaise, bien sûr, à accéder à l'indépendance. Que pensez-vous? Je n'ai jamais été d'accord avec ce plan de Van Bilzen, parce que d'abord, il ne faut pas que nous puissions normaliser la colonisation. Pour dire que oui, c'était normal qu'on puisse nous coloniser et qu'il fallait attendre un 30 ans pour préparer et qu'on puisse préparer. Non, je pense que pas prêt. Les envahisseurs, comme j'aime les appeler, et toutes ces puissances occidentales, sont venus en Afrique et nous ont trouvé, nous étions suffisamment organisés. Nous avions des États qui fonctionnaient, qui existaient. Nous n'avions certainement pas le même niveau de technologie que les autres, dû à des circonstances historiques. Vous le savez qu'il y a plusieurs peuples qui sont venus du Sahara après la désertification. Donc ce sont des États entiers qui se sont déplacés, qui se sont reformés, et ainsi de suite. Mais nous étions des États, on existait. Donc il n'appartenait pas à l'oppresseur de décider quand est-ce qu'il devait nous donner la liberté, parce que la liberté, elle nous appartenait. Vous voyez? Donc je ne dirais pas que c'était quelque chose de précipité, parce que nous vivions dans l'humiliation dans notre propre pays. Nous vivions... Vous savez, aujourd'hui, prenez même votre chien, enfermez-le à une chaîne. Son premier réflexe, c'est de vouloir se libérer. Et à plus forte raison des êtres humains, qui étaient sous la domination d'autres êtres humains comme eux, leurs semblables. On ne peut pas leur reprocher de vouloir la liberté en ce moment-là. Même avec un nombre réduit d'intellectuels, de lettrés et tout ça, la liberté, il le fallait. Et ils l'ont obtenu quand il le fallait. Parce qu'on parle de l'élite, moi personnellement, il fallait aussi attendre un peu, parce qu'on n'était pas prêt intellectuellement. Et d'ailleurs, on le vit jusqu'à aujourd'hui. L'intellect congolais est faible. On a des intellectuels, mais au niveau de la gestion du pays, on n'arrive pas à bien gérer. Il fallait attendre la préparation. Vous savez, ça c'est ce qu'ils disent, qu'il fallait rester pour attendre un peu. Que l'homme blanc devait préparer, Vous savez, les Romains avaient un adage, ils disaient, on se méfie des Grecs même lorsqu'ils vous offrent des cadeaux. Est-ce que c'était de l'intérêt de la Belgique de former l'élite congolaise? Est-ce que c'était de l'intérêt de la Belgique à ce que le Congo vive bien? Pas du tout. L'Afrique du Sud, qui est restée avec ses anciens colons et tout ça, ils ont vécu l'apartheid. L'Angola, qui est resté colonisé jusqu'en 1975, plus ou moins, ils n'ont pas eu une situation. On n'a pas formé autant d'intellectuels. Les intellectuels qui ont fait la révolution en Angola, pour la plupart, avaient été formés par l'Union soviétique. Vous voyez? Est-ce que l'objectif... Si vous allez même jusqu'en Guinée, parce que les colonies portugaises ont obtenu leur indépendance un peu plus tardivement, où est-ce qu'on a formé suffisamment d'intellectuels où on peut se dire que ce pays avance bien parce que les colons ont bien formé la population? Ce n'était pas de leur intérêt de nous former, de nous aider à nous développer. Ils avaient des intérêts de la Belgique et c'est pour ça qu'ils voulaient rester plus longtemps. Et vous le savez qu'en ce moment-là, le projet des Belges qui avaient grandi au Congo, qui avaient des intérêts au Congo, était de créer une société belgo-congolaise. Donc, que ces Belges qui étaient venus ici puissent obtenir la nationalité belgo-congolaise dans un État où on vivrait noir et blanc. Donc, à tout point de vue, ce n'était pas une bonne initiative. Heureusement que les pères de l'indépendance ont pu empêcher cela, parce que sinon nous serons en train d'en vivre les conséquences aujourd'hui. Alors, quelle attitude devons-nous afficher diplomatiquement à la Belgique? Je pense que les États ont d'abord l'obligation de coopérer. Ça, c'est un préalable. Nous avons l'obligation de coopérer. Mais je pense que nous devons revoir aujourd'hui nos rapports de force, la nature des relations que nous avons avec ces puissances qui veulent nous maintenir évidemment sous leur férule. Il n'y a pas de des États inférieurs par rapport aux autres. Je fais du droit international et le principe sacro-saint en droit international, c'est que
il y a le principe de la liberté souveraine de tous les États. On est un État autant que la Belgique. Vous voyez, aujourd'hui, je vois cette mentalité-là auprès des États africains de toujours vouloir s'accrocher sous le protectorat de leurs anciens colons. Si vous allez vers les pays d'Afrique de l'Est comme l'Afrique de l'Ouest comme le Mali, le Burkina, on vous dit là c'est le protectorat français, ce sont les anciennes colonies françaises. Donc c'est comme si à l'égard de la France, comme si la France devait toujours garder sur eux une certaine condescendance. Pas du tout. Les États-Unis d'Amérique ont été colonisés par la Grande-Bretagne. On ne sent pas cette condescendance britannique sur les États-Unis d'Amérique. Donc, moi, je pense qu'on doit d'abord affirmer notre souveraineté et l'égalité de rapport qu'il y a entre nous et eux. Ce n'est pas à la Belgique de décider sur le sort du Congo. Ce n'est pas à la Belgique d'être l'interlocuteur au nom du Congo auprès des autres puissances. Ça, ce sont des choses que l'on doit affirmer. D'abord par notre attitude, parce qu'aujourd'hui on voit qu'au moindre problème, on court à la Belgique. Nos opposants qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement en place, ils vont en Belgique. Et il faut se réunir en Belgique. Il faut se réunir en Belgique. Même nos propres dirigeants, lorsqu'ils veulent faire entendre leur voix auprès de la communauté internationale, avec la Mouka, ils vont en Belgique. Il n'y a pas que, même bien avant, vous pouvez remonter jusque du temps de la Deuxième République. On va toujours vers la Belgique comme si c'était un parrain, comme si c'était un grand frère. Et on a d'ailleurs, à mon avis, la maladresse de les qualifier des banoko. Ouais. Les banoko. Dans la tradition qui est la mienne, le noko a une certaine condescendance sur son neveu. Vous voyez? Et qualifier la Belgique comme cela, ça traduit un peu notre état psychologique qui fait que, en quelque sorte, on est encore un tout petit peu colonisé par eux. Et la preuve, nous sommes là, Congolais, vous l'êtes, je le suis également, j'espère de père et de mère. Effectivement. Et tous les téléspectateurs qui nous suivent, pour la majorité, ce sont des Congolais. Mais nous sommes obligés d'utiliser une langue coloniale pour pouvoir échanger. Alors, la question n'était pas prévue, je la pose parce que vous l'avez soulevé tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la loi, de la proposition de loi? Là, c'est une proposition. Qu'est-ce que vous pensez de la loi Tiani sur la congolité? Je pense d'ailleurs que le problème par rapport à sa loi, ce qu'il propose, ce n'est pas par rapport aux critères de l'octroi de la nationalité, mais c'est sur le critère d'accès à certains postes, notamment le président de la République ou les chefs de corps des institutions, Assemblée nationale ou Sénat. Je pense que c'est discutable. J'aurais voulu qu'il puisse faire travailler son projet auprès des juristes qui sont spécialistes en la matière pour pouvoir l'éclairer un peu plus, quand bien même qu'on peut comprendre ses inquiétudes. Quand on parle aujourd'hui de Congolais de père et de mère, ça veut dire quoi? Est-ce que père et mère doivent être aussi Congolais d'origine ou même naturalisés? Parce que si aujourd'hui vous prenez un Libanais et une Indienne qui vivent au Congo, les deux se décident de se naturaliser et de devenir citoyens congolais. Ils ont la nationalité congolaise, quand bien même par naturalisation. Et l'enfant qui va naître de cette union-là, entre cet ancien Libanais et cette Indienne, cet enfant-là, malgré la couleur de sa peau, est congolais d'origine. Au même titre que vous et moi, il est congolais d'origine. Vous voyez? Alors, est-ce que cet enfant-là, puisqu'il aura un père naturalisé congolais, une mère naturalisée congolaise, est-ce qu'il pourra devenir président de la République? Est-ce qu'il peut aussi dire qu'il est congolais de père et de mère? Ou alors on doit exiger, comme c'était le cas en Côte d'Ivoire à un certain moment, où le père et la mère eux-mêmes devaient être également congolais de père et de mère. Mais vous voyez qu'à un certain moment, on va revenir dans les mêmes problèmes. Donc je pense que l'inquiétude est réelle. L'inquiétude de M. Tiani est réelle, c'est justifié, c'est légitime, d'éviter les infiltrations, d'éviter de la haute trahison au sommet de l'État. Mais je ne pense pas que sa solution ait été mûrement réfléchie pour pouvoir résoudre véritablement le problème. Très bien. Alors, on va revenir peut-être à l'indépendance après, avant qu'on finisse l'émission. Mais on parle un peu actualité. Aujourd'hui, le chef de l'État a déclaré l'état du siège, ça fait pratiquement un mois. Pensez-vous que cet état du siège a été déclaré au moment qu'il fallait? Vous savez que c'est devenu de plus en plus compliqué d'aborder ce sujet parce que, dans une certaine mesure,
lorsque vous prétendez ne pas être favorable avec l'idée de l'état des sièges, on pense tout de suite que vous voulez que la guerre à l'Est puisse perdurer. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Je pense que le fait pour le chef de l'État de décréter l'état de siège prouve en quelque sorte son état d'esprit de vouloir apporter les solutions, même les plus dures, pour pouvoir finir définitivement avec ce problème. Le problème, c'est est-ce que ça marche? Évidemment, c'est difficile pour vous et moi en ce moment-ci d'évaluer l'état d'avancée des opérations militaires. C'est difficile aujourd'hui d'évaluer les opérations militaires, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des tueries. Et la crainte aujourd'hui, c'est que l'on ne puisse pas résoudre le problème à la source. Parce que quelquefois, il faut savoir étudier les dimensions sociologiques, économiques et diplomatiques de cette guerre que nous subissons là-bas avant d'apporter la solution militaire. Et je pense qu'elle est de taille. Pour ouvrir une petite parenthèse, si vous analysez la situation de l'Est, vous trouvez que les deux provinces qui sont concernées, Nord, Kivu et la province de l'Ituri, ce sont des provinces qui ont beaucoup de matières premières. Mais si vous regardez les États voisins, on revient au problème du départ. Au problème du départ. Si vous regardez les États, nos pays, nos voisins qui sont proches de ces deux provinces, donc l'Ouganda vers la province de l'Ituri et le Rwanda vers le Nord Kivu, vous vous rendrez compte que ces États-là ont construit des usines de traitement des matières qu'on extrait chez nous. Vous voyez? Et donc, c'est la logique claire de comprendre qu'ils ont construit leurs usines de traitement pour exploiter ce qui sort de chez nous. Le Rwanda, qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, veut développer son pays dans l'économie des services. Avec quelles ressources naturelles? Naturellement, qui vient du Congo. Et donc, si au niveau du Congo, vous aussi, vous devez avoir des usines de traitement d'or dans la province du Nord Kivu, c'est une faillite économique pour les autres. Alors, dans cette situation-là, est-ce qu'on peut vous laisser dans l'état de pouvoir développer vos usines de traitement de matières premières? Donc la guerre doit persister. D'où la guerre doit persister pour que vous puissiez demeurer dans l'instabilité, parce que votre instabilité fait le bonheur des autres. Vous voyez? Quelquefois, on est toujours figé vers cette idée de balkanisation. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus très à la mode qu'on puisse découper un État et tout. Je pense que la balkanisation peut être même économique. Vous voyez? La balkanisation peut être économique. Si déjà aujourd'hui, le pouvoir qui est à Kinshasa ne parvient pas à profiter des richesses du Nord Kivu, alors que certains États voisins en bénéficient, c'est déjà ça une forme de balkanisation. Si dans certaines étendues de notre territoire, on utilise la monnaie des États voisins. Et à Goma, ça se passe à Goma, mais je pense que même jusqu'à Ituri, si vous allez même vers Kassindi et consorts, vous trouvez de la monnaie ougandaise et ainsi de suite. Et même rwandaise à certains endroits. C'est déjà cela. Donc, si on reste figé à penser qu'à un moment donné, on va couper une partie du territoire et le déclarer sous une souveraineté autre, c'est un risque, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut arriver d'aussitôt. Très bien. Ça se prépare petit à petit. Il y a d'abord une désintégration économique et puis sociologique. Donc, le président de la République devrait avoir une cible. Et le président de la République, pas seulement, je pense que nous tous, intellectuels congolais, nous devions avoir à l'esprit de trouver véritablement les solutions appropriées. Vous savez, le mandat d'un chef de l'État, c'est de 5 ans. Après 5 ans, un autre peut arriver. Rien ne garantit aujourd'hui que le président Tshisekedi sera réélu. C'est possible. En 2023, entre guillemets, il y aura des élections. La Constitution veut qu'il y ait des élections en 2023. Donc, nous croyons en sa bonne foi démocratique. Vous voyez? Donc, un chef d'État qui peut commencer une vision, 5 ans plus tard, ça peut s'arrêter pour qu'un autre chef arrive avec une autre vision. Le projet de la paix à l'Est, tout comme le projet du développement de notre pays ou de notre souveraineté, doit être un projet qui doit être porté par le peuple et non pas simplement par le chef de l'État. Parce que les chefs de l'État, on peut en changer chaque 5 ans. Mais notre vision de l'État, ça doit continuer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pensons de l'Est de la RDC? On n'a pas une vision commune par rapport à ça.
Je pense que ça vous arrive de rencontrer des gens, que ce soit ici à Kinshasa ou même à l'Est, qui se disent, bon, si pour qu'il y ait la paix, on doit couper, coupons seulement. Vous voyez? Donc on n'a pas une seule vision de ce qu'on compte apporter véritablement comme changement. Alors la dernière question, parce qu'on nous signale que nous sommes arrivés à la fin. Alors quels sont les défis à relever 61 ans après l'indépendance? Le premier défi, à mon avis, c'est d'obtenir la vraie indépendance. Comme je vous ai dit, par rapport à toutes ces puissances. Et la première indépendance commence d'abord dans l'état d'esprit, dans notre tête. Cette indépendance culturelle, cette indépendance spirituelle dans notre esprit. L'état d'esprit. L'état d'esprit d'un homme véritablement libre et indépendant, qui n'a pas besoin que les États-Unis disent de lui qu'il est démocrate, démocratique, pour qu'il se dise démocratique. Qui n'a pas besoin d'attendre le FMI ou la Banque mondiale pour fixer sa politique économique, qui n'a pas besoin de mettre une cravate à l'occidental pour se trouver civilisé, qui n'a pas besoin de parler français, vous et moi, pour se dire intellectuel. Vous voyez? Cela, ça part par la tête. Vous savez, ceux qui nous ont colonisés ont eu le temps de théoriser ce qu'ils ont su appliquer sur nous. Si vous lisez les travaux de Antonio Gramsci, je crois, il parle de l'hégémonie culturelle. Vous savez, les colons ont compris qu'avant de nous coloniser par les chaînes, par les fouets, il fallait d'abord coloniser notre esprit. Ils ont créé des théories dans notre esprit à faire croire que nous étions des êtres inférieurs et que les autres étaient supérieurs à nous. Et jusqu'aujourd'hui, et jusqu'aujourd'hui, quand même que nous sommes indépendants, on a toujours cette pensée-là. Ce qui fait que lorsque quelqu'un se comporte bien, qu'est-ce qu'on dit de lui? Azamundele. Vous voyez? Tout ce qui va mal, oui, il vit comme un blanc. Ça veut dire que c'est quelque chose de positif. Mais ces blancs, ils vivent de quoi? Ils vivent aujourd'hui dans l'homosexualité, dans le naturisme, dans toutes sortes de travers. Vous voyez un peu? Donc, on doit avoir en nous cet état d'esprit-là aujourd'hui de s'affranchir de cette colonisation qui vit dans notre esprit, qui vit dans notre tête, de se considérer véritablement d'égal à égal avec les autres. Et en partant de cela, de tracer aujourd'hui notre propre philosophie politique, la vision de notre économie, la politique de notre défense. Comment est-ce que nous comptons défendre notre propre pays? On ne va pas compter sur les mêmes armes fabriquées en Occident, qui nous vendent souvent des armes désuées, périmées, et on nous les vend que lorsque eux-mêmes ont pu fabriquer plus récent que ça. On ne peut pas continuer de compter sur ça. Vous voyez? Donc, une fois que nous aurons acquis, nous aurons obtenu cette indépendance dans notre esprit, nous pourrons le matérialiser dans notre façon de faire la politique, dans notre façon de faire notre économie, dans notre façon de protéger notre État, et même dans la façon d'enseigner à nos enfants. Qu'on arrête de leur enseigner que Diego Cao est venu découvrir quelque chose là où nos ancêtres vivaient. Vous voyez? Et tous ces genres de choses. On les enseigne l'histoire vraie. L'histoire, la vraie, et ce n'est pas les documents qui manquent. Je pense que nous avons des historiens suffisamment documentés, que ce soit au Congo et même ailleurs en Afrique, qui peuvent aujourd'hui, comme le disait, et je pense que c'est peut-être ma dernière phrase, comme le disait Patrice Emery Lumumba, que ce temps viendra, et je pense que ce temps est venu, où l'Afrique doit écrire sa propre histoire. Une histoire qui ne sera pas écrite en Belgique ou à New York, mais qui sera écrite ici au Congo. Alors, la dernière question, on va nous excuser. Hein. Quelle est la vision de Bokeseni? La vision de Bokeseni, c'est, comme je vous l'ai dit, de nous battre pour avoir la vraie indépendance du Congo, de sorte à ce que nous puissions commencer, nous Congolais, à travailler véritablement pour le bonheur du Congo et des Congolais. Merci beaucoup, Monsieur Simon Niakou. Et merci de nous avoir reçus dans votre bureau. Et ce n'est pas la dernière fois, je pense. Ce n'est pas la première, ce ne sera certainement pas la dernière. Merci infiniment. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien et surtout, passez une excellente soirée, bien sûr en méditant par rapport à notre 61 ans de l'indépendance. Merci à vous. Au revoir.